ça n'allait pas, donc j'ai créé celui de Youssef El Kouhen qui est à peu près mon double. Bon, déjà le nom, parce qu'il est très... Bon, El Kouhen au Maroc, c'est un nom assez courant chez les musulmans, El Kouhen. Donc j'ai trouvé... Et Youssef, c'est comme Jacob, donc... Et donc en fait, c'est quelqu'un qui est d'origine immigrée, marocaine, et qui rentre en franc-maçonnerie parce qu'il a un idéal. C'est-à-dire l'idéal de la laïcité, la liberté, la fraternité. Et puis évidemment l'idéal pour la justice, bon, en Palestine. Et donc il va se rendre compte que parce qu'il va défendre les Palestiniens et parce qu'il va découvrir cette loge judéo-sioniste qui s'est incrustée, qui s'est créée au sein du Grand Orient de France, en contradiction avec les principes même du Grand Orient de France, parce que c'est une loge ethniquement pure, qui est réservée aux Juifs. Évidemment, ils ne le disent pas. C'est une loge qui, officiellement, elle est ouverte à tous. Mais elle est à 99%, je l'ai expérimenté moi, il suffit d'écouter les noms, c'est comme ça. Et ils m'ont dit carrément. Donc c'est une loge judéo-sioniste. Donc encore une fois, contrairement à tous les principes du Grand Orient où tout le monde est à égalité de race, de religion. Et il va découvrir, notre héros va découvrir cette loge, et il va essayer de lutter avec les moyens du bord, c'est-à-dire en respectant les règles de la franc-maçonnerie. Et on va évidemment le saquer et l'exclure de la franc-maçonnerie. Mais Monsieur Cohen, oui. Pardon, mais si vous me permettez, mais vous-même à l'époque, vous, dans la vraie vie, oui. Quand vous êtes rentré en franc-maçonnerie, c'était pour ce même idéal de... Tout à fait. Et aujourd'hui, quel est votre regard sur la franc-maçonnerie? Vous en êtes déçu, écuré? Vous pouvez nous en dire plus un peu? Disons que je suis resté 17 ans. Ah, quand même? Ah oui, oui. D'accord. Donc j'ai vécu pas mal de choses. Et effectivement, il y a eu... Bon, je ne peux pas entrer dans certains détails parce que ça... Mais disons qu'il y a eu des comportements de certains frères, entre guillemets, parce que je ne peux pas les appeler frères, mais bon. Oui. Donc de certains frères à mon égard, ces comportements sont vraiment loin de la fraternité, de la solidarité. Vous savez, quand on connaît des francs-maçons qui sont là depuis quelques années, et vous les interrogez, vous leur dites, franchement, est-ce qu'il n'y a pas des comportements anti-maçonniques, c'est-à-dire qui sont contraires à l'éthique maçonnique, c'est-à-dire la liberté, la solidarité? Il n'y a aucun qui niera ce genre de fait. En fait, on dit, bon, on est des êtres humains, c'est-à-dire, après tout, c'est normal que ce soit. Donc, il y a des luttes de pouvoir, il y a des égos, il y a des clans, enfin, il y a toutes sortes de choses. Et moi, je suis tombé sur un clan qui a essayé de me détruire. Et ils ont profité du fait que j'étais dans des conditions financières difficiles. Et puis, ils ont réussi leur coup. Voilà. Ils vous ont fait perdre votre travail, non? Pardon? Ils vous ont fait perdre votre travail? Non, ils m'ont fait, disons qu'ils m'ont plus ou moins poussé dehors. Voilà. D'accord. Alors, justement, dans votre livre, Youssef El Kouhen, il essaie plusieurs fois de se, comment dire, il essaie de se battre en respectant, entre guillemets, la justice maçonnique. Il écrit des lettres et tout. En fait, on voit que ça ne marche pas. Non. Donc, en fait, la maçonnerie, tout leur idéal de fraternité, entre frères, etc., c'est du flan. Vous savez, moi, j'ai imaginé ça comme un parti politique. C'est-à-dire, par exemple, prenons un parti qui a un grand idéal comme le communisme. Bon, le parti communiste, qui avait le plus bel idéal. Et puis, évidemment, dans la réalité quotidienne, bon, ça s'est transformé en cauchemar. Bon. Donc, en fait, je ne dirais pas que tout est pourri, mais on est loin de l'idéal. Voilà, on est très très loin de l'idéal par certains comportements. Je veux dire, le fonctionnement d'une loge, à l'approche des élections, c'est quasiment, enfin, bon, c'est pas la guerre civile, mais enfin, bon, les couteaux sortent. Oui. Donc, en fait, il y a énormément, puis il y a le statut social, il y a les clans, enfin, on est vraiment loin de l'idéal. Il y a les rapports de force, il y a les fraternels qui se réunissent pour se donner des coups de main, pour contourner la loi, etc. Les statuts sociaux comptent beaucoup dans la franc-maçonnerie? Non, mais c'est une influence entre les rapports entre frères? Non, les statuts sont des statuts, évidemment. Non, mais quand, le rôle social d'une personne, c'est-à-dire entre un médecin, par exemple, et un garagiste, à l'intérieur de la maçonnerie, est-ce qu'ils vont être des vrais frères? On sent encore quand même la lutte des classes au sein de la franc-maçonnerie. Non. Moi, enfin, de mon expérience, on ne peut pas établir des règles. On peut entrer dans une loge, d'une loge à l'autre, il peut y avoir
des changements. Voilà, il y aura des différences. D'une obédience à l'autre, il y aura des changements et ainsi de suite. D'accord. Donc voilà. Alors, je vais lire un passage de votre livre. Oui. Alors, c'est un passage que je trouve intéressant. Alors, je vais prendre un peu... là, on va vraiment rentrer dans le... je voudrais vous poser une question dans un peu plus large qui porte sur le livre. En fait, comment dire, vous parlez d'Israël et de l'Occident. Alors, pour être tout à fait clair, je lis. Chacun laissait derrière soi un environnement jugé hostile. Le monde entier leur était défavorable. Personne ne les comprenait vraiment. Même les Américains au fond. Et malgré les marques exagérées de sympathie, ils se méfiaient des Européens. Autrefois nationalistes et cyniques, aujourd'hui lâches et pacifistes, prêts à se faire avaler par des hordes barbares. Toute sortie à Paris les accablait. Les foules bigarrées, les couples mixtes, la décadence et l'hédonisme. L'Europe allait à sa perte. Eux se battaient pour conserver leur pureté, et incidemment pour la sauvegarde de l'Occident. Est-ce qu'on peut dire qu'Israël fait partie de l'Occident ? Et en tout cas, ils veulent faire partie de l'Occident. Donc, leur but, Israël poursuit ce but dans le sens d'entraîner l'Occident dans son combat. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas longtemps, enfin il y a juste 2-3 semaines, un mois, Aznar, l'ancien Premier ministre espagnol, avait déclaré qu'il fallait défendre Israël parce qu'il est à l'avant-garde de l'Occident. Un député du 16e arrondissement, Claude Goasguen, a déclaré la même chose sur une radio juive, par exemple, qu'il faut défendre Israël parce qu'il est à l'avant-garde de l'Occident. Donc Israël veut jouer cette carte. Mais c'est faux en fait, ils ne font pas partie de l'Occident. Historiquement... Non, mais historiquement non, mais disons, ils veulent le fait de s'appuyer sur l'Occident, d'appartenir à l'Europe, de créer des liens avec l'OCDE, avec l'Union européenne, etc., et d'entraîner l'Europe dans ce combat, c'est comme un peu une garantie. Ça veut dire à l'Europe, voilà, vous regardez ce monde que vous avez dominé, ce monde arabe, que vous avez colonisé et que vous méprisez ou bien dont vous avez peur. Alors avec nous, on va mener la croisade, enfin un peu comme réveiller une espèce de croisade judéo-chrétienne. Voilà. Mais, une croisade anti-arabe et anti-musulmane. Voilà, anti-arabe. Et finalement, c'est dans l'intérêt, c'est parce que c'est dans l'intérêt d'Israël, c'est tout. C'est pas, c'est pas tellement de manière, c'est pas idéologique. C'est juste parce que ça tombe bien et ils essayent, alors qu'ils sentent que l'Europe s'éloigne de plus en plus de cet idéal. Et les Israéliens voudraient les ramener à cet idéal. Alors, dans votre livre, justement, il y a toujours cette idée de franc-maçonnerie et d'Occident. Et tout à l'heure, vous avez dit en fait que la loge dans laquelle vous êtes rentré, c'était une loge judéo-sioniste. Non, pardon. Non, je vous corrige. Ah oui, non, attendez. Oui. Moi, j'appartenais à une loge normale. D'accord. Et en 2002, un certain nombre de juifs sionistes, des frères francs-maçons, ont voulu créer une loge sioniste. Pardon, se sont réunis pour créer une nouvelle loge judéo-sioniste avec des frères qui appartenaient déjà à diverses loges. D'accord. Donc, ces frères de diverses loges s'affiliaient à la loge judéo-sioniste. Alors, très bien. Alors ma question, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes qui ne sont pas francs-maçons, qui ne sont pas membres du Grand Orient, ont toujours l'impression que le Grand Orient est dirigé par les sionistes. Est-ce que c'est vrai ou faux? Non, c'est faux. Il est dirigé par qui alors? Non, c'est faux. Là, je suis incapable de répondre. C'est-à-dire qu'en fait, l'objet du roman, c'est de montrer que c'est ça l'importance des Sayanim. C'est que le chef des Sayanim, il s'est rendu compte qu'il y avait un conseiller de l'ordre au sein du Grand Orient, juif, qui aimait plus ou moins Israël, un peu, enfin, mais pas de manière extravagante, et il l'a amené à travailler pour lui. Et donc, il va l'utiliser pour combattre ce Youssef El-Kohen. Bon. Mais il ne faut pas non plus tirer des conclusions que le Grand Orient est entre les mains des sionistes. C'est pas vrai. C'est pas vrai ça. Ah non, c'est pas vrai. D'accord.